Pierre Laurent, le secrétaire national du Parti communiste français, est l'invité de Preuve par Trois. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous dans la dernière ligne droite avant le premier tour des élections législatives. Suzette Bloch de l'agence France Presse, notre partenaire, vous interrogera dans un instant justement sur vos espoirs électoraux. Un groupe maintenu et peut-être renforcé à l'Assemblée nationale, c'est votre espoir. Et puis peut-être à leur entraîner par un Jean-Luc Mélenchon qui attire toujours, on le voit, les lumières médiatiques. Est-ce que ça vous plaît? Tout à fait, vous nous le direz tout à l'heure. Puis Perrine Tarnaud de Public Sénat nous rejoindra tout à l'heure. Elle plongera avec vous sur votre histoire familiale communiste, puisque chez les Laurent, on est communiste de père en fils, et fils à prendre au pluriel. C'est bien ça. Vous me parlez. Et vous nous parlerez tout à l'heure de votre frère, ou plutôt vous verrez, c'est votre frère qui parlera de vous. Je rappelle aux téléspectateurs qu'ils peuvent intervenir et poser leurs questions durant cette émission grâce à l'application TV Check de notre partenaire Orange. D'abord, Pierre Laurent, quel est votre jugement sur la photo officielle de François Hollande qui est signée Raymond Depardon? Bon, écoutez, j'ai pas de jugement particulier, c'est pas un sujet. C'est pas un regard esthétique alors. Oui, mais bon, non, mais on voit bien que chaque président de la République essaye d'imprimer, et le photographe qu'il choisit essaye d'imprimer une marque différente pour essayer de marquer un style. Bon, après, moi, j'ai pas d'autres commentaires particuliers. Le style, là, pour vous? Non, mais écoutez, franchement, c'est pas. Depuis hier, on m'interroge là-dessus comme si c'était un grand sujet. Très important pour l'avenir du pays. C'est la photo qui va tourner dans toutes les mairies pendant 5 ans. Je pense pas que ça va provoquer un débat national. Non mais on a dit, tiens, c'est une photo en extérieur, comme Jacques Chirac. Encore un point commun. Oui, mais justement, c'est ce genre de spéculation qui m'intéresse pas beaucoup parce que je crois pas que chacun pense à ce genre de choses. Enfin, peut-être que si, mais en tout cas, moi, c'est pas comme ça que je... Bon. Il a l'air un peu guindé, là, sur la photo. Vous l'avez rencontré ce mardi pendant presque 1 heure, en tête-à-tête. Est-ce qu'il est habité par la fonction ou est-ce qu'il est guindé dans l'exercice de la présidence de la République? Non, guindé, pas du tout. Non, il était très amical et très décontracté dans la rencontre, concentré sur ce qu'il a à faire et attentif à ce que j'avais à lui dire, parce qu'il y a beaucoup de sujets de préoccupation. On était invité sur les grands sommets internationaux. Moi, j'ai beaucoup parlé du prochain G20 et de l'enjeu européen qui me préoccupe beaucoup. Ce que vous lui avez dit, ça va nous occuper toute l'émission. Mais qu'est-ce qu'il vous a dit, lui? Il m'a beaucoup écouté, surtout. Il a confirmé que la situation européenne était préoccupante. Et française d'abord. Française et européenne, mais le sort de la crise de la zone euro et la situation européenne et française sont très liés. Et justement, est-ce qu'on va être capable de desserrer la situation en Europe pour se donner des marges de manœuvre en France, ou est-ce qu'on va s'en donner en France pour desserrer la situation en Europe? Il vous a dit que la situation était difficile tous les jours ou presque. Maintenant, le Premier ministre dit attendre le fameux audit de la Cour des comptes. Ce sera 3 jours après le second tour des législatives. Et il vous a parlé de l'état des finances publiques, par exemple, le président de la République? Non, mais il n'a pas besoin. On n'a pas rentré dans le détail de ça, mais il n'a pas besoin. Non, mais mais on n'a pas besoin de. Franchement, on verra ce que donne l'audit, mais on sait que la situation n'est pas très bonne. Et vous la confirmez. Écoutez, on vient de vivre. Moi, ça m'étonne pas tellement. On vient de vivre 5 années où Nicolas Sarkozy a fait croire peut-être qu'il allait améliorer la situation. En vérité, on sait qu'il l'a dégradée, que la dette a augmenté sous son quinquennat et que la situation n'est pas bonne. Mais justement, c'est un bon exemple parce que je crois que les politiques européennes menées en France et ailleurs, qui consistent à imprimer des politiques d'austérité, loin de nous sortir des difficultés, nous y enfoncent. Et c'est ce que j'ai discuté avec le président de la République. Moi, je lui ai dit qu'il faut aller au bout. Écoutez, moi je lui ai dit qu'il fallait aller au bout de l'intention de renégociation du traité européen. Vous lui avez dit attention, pas d'austérité. Et là, il vous a dit, bien sûr, il n'y aura pas d'austérité, vous l'a dit? Non mais bien évidemment qu'il ne m'a pas dit ça, puisque vous savez bien que le président de la République est justement sur la position qui est défendue par le gouvernement en ce moment, qu'on va pouvoir concilier nos engagements européens et les promesses qu'il a faites dans sa campagne. Personnellement, je pense que ce n'est pas possible et qu'il va falloir au contraire desserrer les politiques d'austérité qui sont recommandées par l'Europe et à nouveau par les recommandations Barroso il y a quelques jours pour pouvoir mener des politiques de relance de l'activité et des politiques sociales. C'est ce qui fait débat entre nous à gauche
qui a fait débat dans toutes les élections européennes. Vous êtes sur deux européennes. Positions différentes, vous le confirmez. Nous sommes sur deux positions différentes sur cette question, évidemment. Et c'est pour ça avec d'ailleurs que l'espoir de vous retrouver à un moment. Mais moi, je crois que la vie va obliger à écouter ce que nous disons. Parce que, par exemple, j'ai reposé une nouvelle fois au président de la République la question du rôle de la Banque centrale européenne. On ne peut pas avoir une Banque centrale européenne, nous sommes les seuls dans le monde à faire ça, qui finance les banques, mais qui ne finance pas les États et à des taux très bas. Il m'a dit, la question n'est plus iconoclaste. Effectivement, elle a été une question taboue. Aujourd'hui, c'est une question ouverte. Comme quoi les idées que nous avançons progressent et il faudra bien en tenir compte si on veut réussir. Quand vous parlez de vos divergences avec le chef de l'État, vous parlez de la Commission européenne, un petit peu de l'Europe, mais non, il y a aussi peut-être des divergences de fond sur les réformes structurelles dont la France a besoin aujourd'hui. Mais les deux sont liés, effectivement, pour les mêmes raisons. Sans que ça vienne de l'extérieur. Non, mais pour les mêmes raisons. Par exemple, nous avons un débat sur les salaires. Oui. Je pense qu'il faut aller rapidement vers une relance salariale, vers une politique d'augmentation sensible des salaires. Là, pour l'instant, c'est la douche froide pour vous, puisque effectivement, le Premier ministre dit que le coup de pouce du SMIC sera pas plus que 5%, ou alors vous avez fait le calcul, ça fait 46 centimes de l'heure, vous demandez 2 euros. Alors là, la marge est grande. C'est pas la douche froide, parce que c'est ce qu'avait annoncé le président de la République. Il avait dit qu'il n'était pas d'accord avec les propositions que nous faisions. 1700 euros, on en est loin là. Oui, on en est loin, mais c'est un problème, parce que si on mène pas une politique qui d'un côté augmente fortement les salaires et de l'autre côté fait diminuer les charges financières des entreprises, parce qu'on nous dit toujours oui mais augmenter les salaires c'est pas possible. Mais nous, nos propositions elles sont globales. Diminuer la pression financière sur les entreprises, les charges financières que font peser les banques et le coût du crédit et permettre de relancer les salaires et l'investissement. Est-ce que vous redoutez par exemple le décret sur le retour partiel à la retraite à 60 ans? Est-ce que vous avez peur là de ne pas être satisfait comme vous ne l'êtes pas sur le SMIC? Écoutez, sur cette question, vous savez que nos propositions de retour à la retraite à 60 ans nous sont plus globales que cela. Mais pour les travailleurs qui ont commencé à travailler à 18 ans, puisque c'est cette mesure, même 19, dit-on, il semble que les choses progressivement par rapport à ce qu'on craignait au début, mais je suis prudent puisque je ne connais pas le texte du décret. Sauf peut-être qu'il vous en a pas parlé. Mais en tout cas, ça évolue plutôt positivement puisque la question, par exemple, de compter ou non les congés maternité, enfin les annuités pour les femmes qui ont des enfants, ça avait l'air de pas être clair au début. Il semblerait que ça aille dans le bon sens. Oui, parce qu'on a découvert. Si on va vers effectivement le fait de compter non pas seulement les trimestres travaillés, mais ce qu'on appelle les trimestres validés, c'est-à-dire aussi les périodes de chômage, de maternité, les périodes de maladie, alors on va vers une situation qui nous satisfait plutôt pour ces travailleurs-là. Mais je le répète, comme vous le savez, nous avons des propositions plus amples que cela parce que vous voulez sur la retraite pur et simple aux 60 ans. Oui, je crois qu'il faudrait retourner à cette situation. Mais là, par exemple, effectivement... Vous savez, j'ai croisé tout à l'heure, juste avant de venir ici, j'étais dans la rue pour la campagne électorale avec des candidats dans le 18e arrondissement, mon ami Yann Brossat. Eh bien, il y a une femme qui m'a dit « J'ai 53 ans. Je cherche du travail partout, on me dit vous êtes trop âgé. » Donc il y a des milliers de gens, des centaines de milliers de gens qui sont dans cette situation. On leur refuse des emplois parce qu'ils ont 53, 54, 55 ans. Et dans le même temps, on va demander aux gens de travailler, on va leur accorder la retraite uniquement à 62 ans. C'est une aberration du système actuel. Il vaudrait mieux faire travailler les gens qui ont entre 55 et 60 ans et permettre à tout le monde de prendre sa retraite à 60 ans. L'élargissement du décret est rendu favorable, nous dit-on, parce que la mesure n'est pas si coûteuse, ou en tout cas moins coûteuse que prévu. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas justement affecter cet argent pour essayer d'améliorer les comptes des retraites qui prennent l'eau de toutes parts, par ailleurs? Comme quoi, quand même une remarque précédemment, comme quoi si au lieu d'avoir un débat parfois dogmatique, on entrait dans le débat de chiffrage, le débat de proposition, de financement concrètement, on s'apercevrait que des mesures qu'on prétend inaccessibles le sont en fait tout à fait. Est-ce que l'heure est toujours au tutoiement avec François Hollande pour vous? Quand on se croise comme ça, oui, mais évidemment dans l'exercice des fonctions, nous sommes... mais là, par exemple, en tête-à-tête, quand vous parlez... Oui, parce qu'on se connaissait avant, on s'était croisés
dans des responsabilités politiques. Et précédemment, moi, quand j'étais journaliste à l'Humanité, il m'était arrivé de croiser François Hollande. Bon, donc on ne se découvre pas. Et ce qu'il vous a dit, je te rappelle que la porte du gouvernement t'est ouverte, enfin à toi et à tes camarades communistes. C'est moi qui lui ai dit que sur cette question, je posais je posais une question. C'était nous allons au gouvernement si nos propositions sont prises en compte. Nous n'irons pas au gouvernement s'il s'agit d'appliquer le programme de François Hollande. Nous avons appelé à voter François Hollande pour battre Nicolas Sarkozy, mais nous ne partageons pas l'ensemble de ses propositions. Nous en avons d'autres qui vont plus loin. Donc, est-ce que la majorité va prendre en compte les propositions du Front de gauche? Et alors la réponse? Pour le moment, il n'y a pas de réponse favorable à cette question. Et c'est pour ça que nous continuons à argumenter sur nos propositions et à essayer de faire évoluer cette situation. Nous, s'il s'agit de mener une politique dont nous avons la conviction qu'elle peut réussir, nous sommes disponibles. Si nous avons le sentiment qu'elle va buter sur des limites très vite, eh bien nous pousserons autrement qu'en allant dans le gouvernement. Et pour l'instant, vous essayez de pousser en ayant le maximum d'élus à l'Assemblée nationale. C'est ça, hein, oui, absolument. Vous établir un rapport de force. Mais on a déjà fait pas mal. Je rappelle que s'il n'y avait pas eu les 4 millions de voix réunies par le Front de gauche à l'élection présidentielle, François Hollande ne serait pas à l'Élysée. Donc quand il faut prendre nos responsabilités, pour aller à la victoire, on sait le faire. Mais il faut en tenir compte. Il faut en tenir compte. Et effectivement, à l'Assemblée nationale, avoir une majorité de gauche qui compte de nombreux députés du Front de gauche, ça nous paraît être une condition de la réussite du changement. Et c'est à cela qu'on travaille en ce moment. Donc pour les élections c'est un rapport de force avec le chef de l'État, quoi. Oui, il y a des rapports de force dans le pays contre la droite, et il y en a à l'intérieur de la gauche pour faire progresser plutôt une idée qu'une autre. Et vous avez vu les derniers sondages, le Parti socialiste n'aurait pas la majorité à lui tout seul à l'Assemblée nationale. Il aurait une majorité relative, pas la majorité absolue. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous? Mais ce qui compte, c'est d'avoir une bonne majorité de gauche à l'Assemblée nationale. Oui, mais le PS, il a envie d'avoir sa majorité tout seul. Ça ne semble pas être le cas. Il a besoin de ses alliés, les écologistes et le Front de gauche. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous? Pour être élu, François Hollande a bien eu besoin des voix du Front de gauche. Donc en quoi ce serait un problème qu'on soit obligé de tenir compte de l'avis du Front de gauche demain à l'Assemblée nationale pour voter des lois? Moi, je trouve que ça serait plutôt une bonne nouvelle, justement. Mais ce n'est pas la même élection. Hein. À l'élection présidentielle, il a dit je ne négocie pas. Mais écoutez, moi, j'ai participé, puisque je suis sur le terrain tous les jours. Hier, j'étais à une réunion à Châtellerault. À la fin de la réunion publique que je tenais, deux personnes qui étaient là, que je ne connaissais pas, sont venues me voir en me disant « Nous sommes des militants, des adhérents du Parti socialiste, et nous sommes d'accord avec une chose que vous avez dite, c'est qu'il faut que la majorité parlementaire soit composée de toutes les familles de la gauche et pas seulement du Parti socialiste. » Eh bien, moi, je crois que ce serait une très bonne chose que quand on prendra une décision de la majorité, on soit obligé d'entendre les suggestions du Front de gauche. Vous voulez obliger le gouvernement socialiste et le président socialiste à vous entendre. C'est ce que vous nous dites. Alors, on va voir comment ça se présente pour vous, les législatives, justement. Pierre Laurent, on voit ça avec Marie Brémaud. Survivre à la gauche du Parti socialiste, être une force alternative. Pour durer, le Front de gauche doit conserver un groupe politique dans la future Assemblée. Nous avions déjà un groupe, mais nous voulons le renforcer. Un groupe, c'est 15 députés. Nous voulons aller bien au-delà des 15 députés parce que nous voulons être présents sur tous les dossiers. Les questions financières, les questions sociales, les questions culturelles, celles de l'école. Nous voulons vraiment pouvoir, sur tous les dossiers, dans toutes les commissions, apporter des solutions audacieuses. Afin de peser sur la politique gouvernementale, il faut remporter un maximum de circonscriptions. Mais à quelques jours du premier tour, le doute s'installe. On ne peut pas savoir à l'avance. Vous savez très bien que, compte tenu aujourd'hui du paysage politique, nous ne savons pas. Est-ce qu'il y aura des triangulaires, est-ce qu'il n'y en aura pas? Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Vous savez qu'il y a beaucoup d'inconnus. Donc, à aucun moment, on peut faire de prévisions. C'est pas la météo. Hein, c'est bien encore moins précis que la météo, la science électorale. Bien moins précis peut-être, mais certains chiffres restent immuables. Le Front de gauche a actuellement 19 députés sortants. Il en faut au minimum 15 pour constituer un groupe. Si le parti de Jean-Luc Mélenchon peut espérer d'heureuses surprises à Calais, dans le Val-de-Marne, dans les Pyrénées-Orientales, la situation s'avère plus délicate pour d'autres candidats à Paris, en Seine-Saint-Denis ou encore dans les Bouches-du-Rhône. Dans certaines circonscriptions, le Front de gauche paye l'échec d'un accord électoral avec le PS. Et d'ailleurs, rue de Solferino ou au gouvernement, certains ténors socialistes n'hésitent plus à exprimer clairement qu'il se passerait bien de leurs alliés, écolo ou Front de gauche, à l'Assemblée. Il faut
que l'on puisse se dire il y a un président de la République qui peut se reposer sur une majorité à l'Assemblée nationale. Majorité absolue pour les socialistes. Au front de gauche, on espère bien conserver un groupe. Et Jean-Luc Mélenchon, candidat surmédiatisé dans le Pas-de-Calais, penserait déjà à sa présidence. Voilà, et donc Suzette Bloch de l'agence France-Presse, Pierre Laurent nous a rejoint pour vous interroger à son tour. Bonsoir Suzette. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Monsieur Pierre Laurent, cette volonté affichée du PS d'avoir la majorité absolue, vous êtes des empêcheurs de tourner en rond. Mais pas du tout. Je trouve même curieux qu'on mette l'accent sur cette question. Ce qui compte, c'est la majorité de gauche. Et qu'elle soit composée des différentes familles de la gauche me paraît être plutôt une garantie. C'est étonnant quand même que quand il faut gagner l'élection présidentielle, on compte sur les 4 millions de voix du Front de gauche. Quand il va falloir élire une majorité de députés, parce qu'aucun député de gauche, de socialiste, ne sera élu avec les seules voix qu'il aura eues au premier tour. Il sera élu au deuxième tour avec des voix socialistes, des voix du Front de gauche. Donc, qu'à l'Assemblée nationale, cette majorité tienne compte de toutes les familles de la gauche, moi je trouve que c'est plutôt une garantie. Et ça m'inquiète. Ça m'inquiète même qu'on soit si obsédé à vouloir une majorité absolue de socialistes. Est-ce que vous en avez parlé avec M. Hollande ce matin? Non, mais c'était pas l'objet de la rencontre. C'était une heure, oui, je sais bien, mais on peut avoir Mais quand je rencontre le président de la République qui m'invite pour parler des sommets internationaux du G20, de Rio +20, du sommet européen, nous parlons des sommets européens, des sommets internationaux en question. Pas seulement, vous nous avez dit tout à l'heure, pas seulement. Oui, mais on a évidemment brièvement évoqué la situation, mais pas en rentrant dans le détail de la bataille législative. Alors, là, il y a Cambadélis, ce matin, le patron des sénateurs PS, François Rebsamen, c'est quand même l'artillerie lourde. Donc cela vous inquiète. Mais je viens de vous répondre. Je pense que sur le terrain, moi je rencontre beaucoup d'électeurs, évidemment du Front de gauche, mais aussi des électeurs de gauche plus globalement et des électeurs socialistes qui ne souhaitent pas cette situation, qui pensent que la présence d'un groupe Front de gauche qui fasse partie de la majorité et qui compte et qu'on doive écouter est plutôt une garantie pour continuer à avancer dans le bon sens. Alors, par exemple, si on veut une vraie renégociation du traité européen, comme ça n'a pas l'air si facile que ça quand même pour le gouvernement français de l'obtenir, moi je dis que compter un groupe du Front de gauche qui s'engage à ne pas ratifier un traité qui ne sera pas changé et qui demandera la consultation des Français si ce traité n'a pas été changé, se donner cette garantie-là, c'est plutôt utile pour tous ceux qui veulent le changement. Alors justement, en sondage Ipsos Logica vous crédite ce matin de 21 à 23 sièges. Vous pensez que c'est une fourchette raisonnable ou vous espérez plus? J'espère plus. J'espère plus. Vous savez, vu le score que nous avons fait à l'élection présidentielle et qu'on nous donne pour le moment dans les élections législatives, 7%, mettons, allez, 7%. Oui, mais on sera au-dessus de 7%. Ouais, mettons grosso modo 10%. Bon, voilà, ça nous donnerait à la proportionnelle plus de 50 députés à l'Assemblée nationale. Nous n'aurons pas 50 députés à cause du mode de scrutin. Mais aujourd'hui, nous en avons 19. Il en faut sensiblement plus. Donc 21-23, moi j'ai un peu plus d'ambition que ça. On va être en tête de la gauche dans plusieurs dizaines de circonscriptions. Donc on doit pouvoir aller au-delà de ce chiffre. C'est-à-dire combien? Mais, écoutez, je ne peux pas faire un pronostic parce que ça compte. Mais non, mais je vous dis, on en a 19. Il en faut sensiblement plus. On en mériterait 50. Donc voilà, si on nous en donne 30, enfin si les électeurs, excusez-moi, on nous les donne pas. Oui. Nous sommes en campagne. Si les électeurs nous donnent 30 députés, ce serait parfait. Vous dites vous en mériteriez 50. Alors le Front National en mériterait 100. Le poids réel que nous représentons dans la vie politique aujourd'hui, c'est plus de 50 députés. C'est le mode de scrutin qui nous prive de cette représentation nationale. Lui, il en mériterait une centaine selon votre calcul, et il risque d'en avoir aucun. Qu'est-ce que vous en pensez? On aurait un autre système. Oui, mais on ne peut pas faire un mode de scrutin en fonction de tel ou tel parti. Un mode de scrutin, c'est l'égalité des citoyens qui votent. S'il y a un problème avec le Front National, et je pense qu'il y en a un, dans la République française, eh bien on combat ces idées. Et le Front de gauche, lui, va au combat contre les idées du Front National. Donc, donc nous faisons notre travail pour faire reculer les idées du Front National. Et par contre, en matière d'égalité, de justice dans la représentation nationale, effectivement, le mode de scrutin actuel risque de ne pas déboucher sur une représentation juste des électeurs. Il pourrait y avoir une surprise communiste?
Oh, il y en a beaucoup. Il y en a, écoutez, dans quelques-unes. le Pas-de-Calais, il y en a plusieurs. Dans le Nord, il y a une circonscription ou deux qui peuvent être gagnées. Dans l'Aisne, un communiste peut gagner une circonscription. J'étais l'autre jour en Meurthe-et-Moselle, dans le PIO, en Meurthe-et-Moselle, dans la vallée de Longwy. C'est tout à fait possible. Dans l'Isère, dans les Bouches-du-Rhône. Non, il y a dans la Loire, où j'ai été aussi récemment, du côté de Firminy, il y a dans toute une série de circonscriptions en France, dans l'Eure, où je vais demain soir, il y a beaucoup vous connaissez de bien votre circonscriptions. carte électorale. Ah, hein. mais écoutez, vous n'avez pas savez, cité tous les départements non plus, je hein. vais de circonscription en circonscription depuis le début de la campagne, puisque je ne suis pas moi-même candidat. Je vais soutenir des candidats et animer la campagne du Front de gauche. Et il y a beaucoup de circonscriptions où nous sommes en position de conquête. Si aucun candidat du parti de gauche n'était élu, ce qui est possible, est-ce que vous ne pensez pas que ce serait plutôt gênant d'avoir que des députés communistes pour la cohésion du Front de gauche? Ce serait gênant et injuste que le parti de gauche n'ait aucun député, et je ne le souhaite pas. J'espère bien que Jean-Luc Mélenchon sera élu à Hénin-Beaumont, et j'y crois très fortement. Je pense que Marc Dolez, qui est député dans le Nord, devrait être élu et qu'il le sera. J'espère que nous gagnerons le siège de Joseph Rossignol dans le Val-de-Marne, celui de François Delapierre dans l'Essonne. C'est très optimiste. Mais écoutez, non, ce sont des sièges. Les sièges que je vous cite sont des sièges gagnables, et je vous l'ai dit, nous sommes en position de conquête dans beaucoup d'endroits. Sur l'échec de l'accord PS écologiste Front de gauche dans les circonscriptions, le Front national, c'est la faute à Mélenchon, le fait qu'il soit présenté à Hénin-Beaumont sur des terres socialistes. Écoutez, d'abord, comment est-ce qu'on peut reprocher au Front de gauche d'avoir essayé de présenter un candidat en position forte pour essayer de battre Marine Le Pen? C'est quelque chose que je ne comprends pas. Nous sommes. Mais écoutez, il y a dans toutes les circonscriptions de France des candidats du Front de gauche, des candidats socialistes. Nous avons mis dans cette circonscription un duo qui est un duo effectivement de qualité, Jean-Luc Mélenchon et mon camarade Hervé Poly, avec l'ambition de conquérir le siège et d'empêcher Marine Le Pen d'accéder. Personne ne peut nous reprocher d'aller à la bataille à cet endroit-là avec le maximum d'atouts. Eh bien, pour le reste, la question que vous posiez, j'ai dit jusqu'au dernier moment à Martine Aubry et à Cécile Duflot que j'étais d'accord pour signer l'accord tel qu'il était, bien que je le trouve insuffisant. Et elles ont refusé de le signer. C'est cela la réalité. Parce que je crois qu'elles étaient au bout du compte, il y avait peut-être un peu trop l'obsession d'avoir la majorité absolue sans le Front de gauche. Et je pense que c'est regrettable, parce que si nous débouchions sur une telle situation, eh bien l'ensemble des électeurs qui ont permis la victoire du CIMEN ne s'y retrouveraient pas. Et ce serait un problème pas seulement pour nous, parce que nous serions injustement frappés par cette situation, mais ce serait un problème pour l'ensemble de la gauche. D'accords locaux possibles, avec des retraites dernière minute. Est-ce que vous pouvez le confirmer ? Écoutez, pour le moment, malheureusement, je ne crois pas je n'ai pas connaissance qu'on se dirige vers ça, mais ce serait nécessaire. Par exemple, j'ai parlé tout à l'heure, j'y étais il y a quelques jours, dans la Loire, dans la circonscription de Firminy, Unieux, où est candidat mon camarade Christophe Favergeon. Eh bien, nous sommes dans une situation où la gauche est largement majoritaire, où des mairies ont été gagnées par la gauche, par les communistes aux dernières municipales. Un canton a été gagné, eh bien, à cause de la division de la gauche actuelle et du fait que l'accord Vert-PS a imposé un candidat écologiste parachuté dans cette circonscription, la gauche pourrait peut-être éliminée du deuxième tour. C'est une situation invraisemblable. Je pense qu'on devrait favoriser la candidature de Christophe Favergeon, qui permettrait à coup sûr de gagner cette circonscription. Donc je crois qu'effectivement c'est regrettable qu'on n'ait pas signé cet accord. Je l'ai dit le jour même et je le continue à le dire. Quel nom vous pourriez proposer, ou vous avez peut-être déjà proposé à François Hollande pour entrer dans le gouvernement ? Non, nous n'en sommes pas à proposer des noms. Vous savez que nous avons décidé au Parti communiste de prendre notre décision définitive le 20 juin dans une conférence nationale du Parti communiste, après une consultation de tous nos adhérents qui aura lieu le 18 et 19. Et la question essentielle que nous posons est simple. Est-ce que la politique gouvernementale prendra en compte les propositions qui sont celles du Front de gauche ? Si on nous dit, vous allez dans le gouvernement, mais c'est pour appliquer le programme de François Hollande et rien d'autre, nous ne pouvons pas aller dans un gouvernement qui ne prend pas en compte aucune de nos propositions.
Là, par exemple, sur les retraites, vous semblez un peu plus satisfait. Donc, il y a des avancées. Donc, quelle est la ligne rouge? Sur les retraites, nous parlions de la seule mesure de retour à la retraite à 60 ans qu'a choisi François Hollande. Et ça va dans le bon sens. Bon, et on dit cette proposition semble au final, après des hésitations quand même, pouvoir être peut-être bien appliquée. Tant mieux. Oui, mais on arrive du mal à comprendre effectivement, et Suzette a raison. Nous pensons qu'il faut aller vers un retour à la retraite à 60 ans pour l'ensemble des salariés. Ça ne figure pas dans les engagements de François Hollande. Nous pensons qu'il faut renégocier vraiment le traité européen. Moi, je veux un engagement ferme, que si le pacte budgétaire Sarkozy-Merkel n'est pas remis en cause, il ne sera pas ratifié par le Parlement. Pour le moment, cet engagement, je ne l'ai pas. Je dis que sur les salaires, nous ne pouvons pas nous contenter d'une augmentation du SMIC de 50 €, alors qu'il y a des millions de travailleurs qui n'arrivent plus à vivre alors qu'ils travaillent. Pour l'instant, vous avez eu un niet de François Hollande, c'est ce que Pour le moment, on continue de nous dire du côté du Parti socialiste, ce sera le programme de François Hollande et rien d'autre. Eh bien, dans ces conditions, on ne peut pas prétendre former un gouvernement qui rassemble l'ensemble des forces de la gauche. Ça ne veut pas dire que nous allons être dans une situation d'opposition. Puisqu'on nous dit si la situation ne bouge pas après les législatives, eh bien nous travaillerons dans la majorité parlementaire à faire avancer nos propositions. Et j'espère qu'elles seront prises en compte. Et si nous avons un groupe du Front de gauche qui pèse suffisamment, eh bien ce sera une bonne chose parce que nous pourrons, par la majorité parlementaire, faire avancer des choses. Faire avancer ou entraver. Mais non, mais nous ne sommes pas dans une stratégie de l'échec. Nous ne sommes pas dans une stratégie d'opposition. Ça s'est produit dans le passé. Nous voulons que le changement réussisse. C'est pour ça que nous avons voulu la défaite de Nicolas Sarkozy et que nous l'avons fait sans rien demander en échange. Parce que nous sommes nets sur cette question. Nous voulons le changement parce que nous côtoyons tous les jours des gens qui souffrent. Et donc nous voulons la réussite de cette politique. Et le débat qui existe entre nous à gauche, c'est est-ce qu'on se donne les moyens de la réussite ou pas? Nous n'allons pas renoncer. La consultation de vos militants le 19 juin, 18 et 19 juin. Et si les militants vous disent oui, on rentre dans le gouvernement sans condition, qu'est-ce que vous faites? Mais nous y rentrons, parce que nous sommes un parti démocratique. Un pays démocratique, ça c'est vrai. Nous sommes aussi un pays démocratique, même si on vient de souffrir pendant 5 ans de ce point de vue, mais nous sommes un parti démocratique. Donc il y a la décision des adhérents est souveraine. Quand nous avons désigné le candidat à l'élection présidentielle, nous avons procédé de cette manière. Donc si nous consultons les adhérents, c'est pour respecter leur opinion, ce n'est pas pour faire le contraire de ce qu'ils nous disent. Donc je crois que nous tiendrons compte du vote majoritaire des communistes lors de la conférence nationale, évidemment. Merci Suzette d'avoir été avec nous ce soir encore. Je vous posais la question sur les noms que vous auriez pu proposer pour entrer au gouvernement, parce qu'il y en a un qui est cité, c'est celui de Nicole Borvo, qui aurait l'avantage pour vous, c'est l'entrée au gouvernement, de vous faire entrer au Sénat, Pierre-Laurent. Ça, c'est parfaitement ridicule. Je vais vous dire une chose, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que la décision chez nous, elle sera une décision collective, c'est pas une décision individuelle. Il n'y a pas des individualités qui vont aller comme ça au gouvernement. C'est une décision collective. Et je connais très bien Nicole Borvo, c'est ma camarade, mais aussi mon ami. Donc il n'y a aucun doute là-dessus entre nous. Soit il y aura une décision collective des communistes, soit il n'y en aura pas. Mais c'est pas ridicule de dire que si elle entre au gouvernement, vous entrez au Sénat. Hein. Oui, mais pour le coup, ça se passera pas comme ça. Et pour ce qui est de cette question, il n'y a aucun secret puisque Nicole Borvo l'a déjà dit et moi aussi publiquement. À mi-mandat. À un moment donné, Nicole n'ira pas au bout de son mandat. Nous l'avons annoncé dès le début et je prendrai sa place au Sénat. Donc c'est pas du tout quelque chose qui est caché, c'est quelque chose qui est public depuis les élections sénatoriales. Pierre-Laurent, sénateur, c'est aujourd'hui, enfin ou demain ou après-demain. Donc, alors je le disais tout à l'heure. En son temps. Ne vous impatientez pas. Je vous le disais tout à l'heure, issu d'une famille communiste, vous avez été nourri dès le biberon par l'idéologie que vous portez aujourd'hui. Tam Tranui a visité votre album de famille. J'ai eu la chance d'avoir des parents communistes. Tout le monde n'a pas eu cette chance. Dans la famille Laurent, on est communiste de père en fils. De ses années de jeunesse, Michel Laurent, le frère de Pierre Laurent, retient avant tout un engagement dans la gaieté. Dans la famille, la bataille politique a toujours été joyeuse. Donc on s'est toujours retrouvé en famille et on discutait, on refaisait le monde en permanence.
Alors un peu utopique, les Laurent? Pas vraiment. Paul Laurent, le père de Pierre Laurent, a gravi tous les échelons du Parti communiste jusqu'à devenir numéro 2 derrière Georges Marchais et député. Quand mon père a été élu député à l'Assemblée nationale, on a évidemment fêté ça ensemble avec les communistes du 19e arrondissement de Paris. C'est un souvenir effectivement très, très joyeux, très amical, beaucoup de gens qui l'entouraient. Pierre Laurent lui aussi a été numéro 2 derrière Marie-Georges Buffet avant de devenir secrétaire national du Parti communiste. Et son engagement ne date pas d'hier. Patrick Le Yarrick, directeur de l'Humanité et compagnon de lutte, se souvient. Le lendemain des élections législatives de 78 qui étaient très mauvaises pour la gauche, puisque c'était une grosse déception, il était intervenu à cette réunion de notre Conseil national où il avait fait une intervention très très remarquée. Et oui, Pierre Laurent a su enthousiasmer les foules pendant sa jeunesse militante. Difficile à imaginer aujourd'hui dans son parti où il paraît bien sage à côté des tribuns comme Jean-Luc Mélenchon et Marie-Georges Buffet, également un fort caractère. Mais méfiez-vous de l'eau qui dort. On est des faux calmes. Il vous reste un quart d'heure pour vous énerver. Pierre Laurent, avec Perrine Tarnaud qui est là. Je vais tout faire pour vous énerver. C'est vrai, vous êtes un faux calme. Non, je suis quelqu'un de calme, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas déterminé et qu'on ne sait pas où on veut aller. Il n'y a pas besoin de s'énerver et de crier dans tous les sens pour être extrêmement déterminé. Vous n'aimez pas qu'on vous traite d'apparatchik, mais enfin, vous étiez quand même façonné pour être premier secrétaire du Non, pas du tout. PC. Pas du tout, parce que ça ne se passe pas comme ça. D'abord, justement, moi, j'ai plutôt tendance à penser l'inverse. Quand on a eu un père dirigeant du Parti communiste, qui est mon cas, on n'aspire pas à le devenir. En tout cas, nous, dans la famille, ça se passait comme ça. Vous voulez dire Par qu'on est contre, suffisamment dégoûté par la politique pour non, pas du suivre les tout, traces de son pas père? du tout. Mais parce que moi, j'ai été convaincu, parce qu'au début, évidemment, c'est l'ambiance familiale, mais ça suffit pas, parce que on fait pas tous la même chose que ses parents. Mais il y a une ambiance militante, et moi j'ai été au PC ou même à la mais pas CGT. tout le monde, vous savez, il y a des gens, il y en a qui votent communiste, il y a des gens qui ont été très engagés, très militants, d'autres non, etc. C'est une famille, comme toutes les familles, tout le monde ne fait pas la même chose, ne vit pas de la même manière ses idées, ses engagements, voilà, tout ça c'est la vie normale. Et puis c'est plutôt... moi, j'ai toujours été effectivement un militant très engagé. J'ai aimé ça, j'ai aimé mener ce combat-là, mais j'avais absolument pas besoin non plus d'avoir des responsabilités nationales. Il se trouve que, en plus, j'ai passé l'essentiel de ma vie et toute ma vie professionnelle comme journaliste à l'Humanité, mais j'étais pas du tout dans la direction du Parti communiste. C'est les élections de 2007 qui ont été d'abord le choc de 2002, puis celui de 2007. Qui m'ont conduit progressivement à me dire que j'avais envie de m'engager aussi dans le renouvellement du Parti communiste et dans son activité. Et comme à ce moment-là, Marie-Georges Buffet a voulu justement promouvoir une nouvelle génération, on a été une équipe à venir à la direction du Parti communiste grâce à Marie-Georges Buffet qui nous a fait confiance. Et puis dans ce groupe de jeunes dirigeants, eh bien... les autres m'ont fait confiance pour devenir secrétaire national et si je ne l'étais pas devenu, j'aurais continué d'ailleurs à le faire parce que pour moi c'est pas une carrière, c'est des idées, un engagement. Voilà pour votre engagement dans le Parti communiste. Pierre Laurent, j'avais envie de vous poser une question sur la CGT, sur la succession difficile de Bernard Thibault qui rate un peu sa sortie. Est-ce que vous êtes inquiet de cette situation ? Moi j'espère, écoutez, j'ai pas d'avis à donner dans ce débat, c'est vraiment un débat qui regarde les syndiqués de la CGT et je suis trop soucieux de l'indépendance de la CGT pour m'en mêler. Mais ça risque quand même peut-être de peser sur les futures négociations. Mais effectivement, je souhaite et je suis très attaché à ce syndicat dont j'ai été tout le temps membre quand j'étais salarié. Donc j'espère qu'une solution va être trouvée, mais je fais confiance aux militants de la CGT et aux dirigeants et à Bernard Thibault. Et je sais qu'ils vont trouver une solution parce qu'il y a tant de gens dans le pays qui sont attachés à la CGT. Il est encore en position de trouver une solution, Bernard Thibault, au sein de la CGT ? Mais bien sûr, vous savez, il y a dans toutes les organisations démocratiques et dans les syndicats comme dans les partis, il y a des moments où des fois c'est plus mouvementé que d'autres. Mais j'espère que il va y avoir une solution positive, mais je vous répète, c'est pas à moi de me mêler de cette question-là. Et vous avez compris pendant la campagne présidentielle que Bernard Thibault préfère soutenir ouvertement François Hollande plutôt que votre candidat du Front de gauche, Jean-Luc Mélenchon, dont on aurait pu penser qu'il serait plus proche.
Non mais écoutez, d'abord, ce que j'ai entendu pendant la campagne électorale, c'est un très net engagement effectivement de Bernard Thibault dans la campagne pour le changement. Il faut dire que Nicolas Sarkozy avait fait des syndicats sa cible prioritaire et il n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Donc que les syndicats aient eu envie de s'en débarrasser, on peut le comprendre. Et ensuite, dans la campagne, Bernard Thibault et la CGT, comme d'ailleurs tous les autres syndicats, nous avons rencontré toutes les directions syndicales avec le Front de gauche, pas seulement la CGT, mais la CFDT, François Chérec, la FSU, Solidaire, l'ensemble des organismes, FO, et la rencontre avec la CGT et le Front de gauche s'était très très bien passée. Nous avions énormément de convergences. Jean-Luc Mélenchon, en se présentant face à Marine Le Pen à Hénin Bonbon, est-ce qu'il ne donne pas plus de visibilité au Front National? Écoutez, cette question, pour tout vous dire, commence à m'énerver et à m'exaspérer un peu, parce que... Elle n'est pas fondée? Non, mais oui, non, elle n'est pas fondée, mais que des gens qui, pendant un an, parmi les commentateurs, ont passé leur temps à banaliser le Front National, à nous expliquer que maintenant que Marine Le Pen était là, c'était plus comme avant, c'était plus le même Front National, etc. Alors qu'en vérité, c'est un très grand danger pour la démocratie. Et moi qui suis président du Parti de la gauche européenne, quand je vois le progrès des forces d'extrême droite en Europe, y compris leur entrée dans plusieurs gouvernements, je me dis qu'il y a des raisons de s'inquiéter. Et qu'un parti comme le nôtre, qu'une force comme le Front de gauche décide de ne pas renoncer et d'aller à la bataille après les 18% de Marine Le Pen... On voit le vrai visage de Marine Le Pen? Non mais c'est pas grâce à Jean-Luc Mélenchon. Nous n'avons pas attendu que Jean-Luc Mélenchon aille à Hénin-Beaumont pour mener la campagne contre le Front National. Pendant les législatives, les présidentielles, pardon, nous avons été en pointe dans ce combat-là. Et mon camarade Hervé Poly, qui est aujourd'hui le suppléant de Jean-Luc Mélenchon, dont les médias ne parlent jamais, et qui se moquait royalement de ce que faisait Hervé Poly dans cette circonscription, il y a un an, il a décidé d'aller être candidat contre Marine Le Pen, et il a mené la bataille sur le terrain. Et c'est lui qui a proposé que Jean-Luc vienne pour aider ce combat-là. Donc, c'est pas un choix de circonstance, c'est un choix de fond. Nous allons continuer à mener la bataille pour faire reculer les idées du Front National. François Hollande a raison de ne pas recevoir Marine Le Pen à l'Élysée. Elle se dit furieuse. Écoutez, c'est le choix du président de la République, mais moi j'ai toujours dit qu'effectivement, ce parti, je n'ai jamais accepté le discours de banalisation du Front National, et c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'électeurs qui votent pour lui que ça fait de ce parti un parti qui ne menace pas la démocratie. Vous savez, en Grèce, il y a un parti qui s'appelle l'Aube dorée, qui est un parti ouvertement néo-nazi, qui est rentré au Parlement. Ça n'en fait pas un parti respectable à mes yeux. Donc les idées du Front National sont des idées dangereuses pour la démocratie. Une question qui vient de notre partenaire Orange, l'application TV Check, c'est une question de Caroline qui revient justement sur cette bataille d'Hénin-Beaumont. Le niveau de cette campagne, cette bataille de chiffonniers, dit-elle, à laquelle on assiste, est-ce que ça grandit la politique? Mais écoutez, si vous alliez sur le terrain, vous verriez que ce n'est pas une bataille de chiffonniers. Il y a une bataille. Non, il y a il y a une bataille. Les noms d'oiseaux qui sont échangés. Non, je suis désolé. Il y a sur le terrain une bataille militante qui, comme je l'ai dit, est engagée depuis plus d'un an par les militants sur place, qui est une bataille d'idées, qui est une bataille sérieuse et qui justement ne se prête pas à ce jeu-là. Malheureusement, on présente cette bataille comme du spectacle, mais sur place, ce n'est pas du spectacle. Ce n'est pas du spectacle. C'est une bataille. Et puis, si vous le trouvez, ce spectacle déplaisant, eh bien, cessez de braquer les projecteurs sur la circonscription d'Hénin-Beaumont et allez faire des reportages tous les jours sur les circonscriptions où d'autres candidats du Front de gauche mènent d'autres batailles. Personne ne demande, ni Jean-Luc Mélenchon, ni moi-même, que l'ensemble des médias soient en permanence à Hénin-Beaumont. Ce sont les médias qui décident ça, ce n'est pas le Front de gauche. J'ai aimé tout à l'heure votre définition du faux calme. Vous avez dit c'est pas nécessaire de s'énerver pour affirmer ses convictions. Et je me suis demandé si c'était une leçon à Jean-Luc Mélenchon. Non, mais on n'a pas le même tempérament. Ça vous a pas échappé. Et tant mieux, parce que dans une formation, dans un ensemble de forces comme le Front de gauche, eh bien c'est comme ailleurs, il faut des gens qui ont tel tempérament et des gens qui ont tel autre tempérament. Donc on n'est pas obligé, on ne cherche pas à être des clones et à se ressembler en tout point. On a chacun notre tempérament, j'ai pas le même que lui, mais vous inquiétez pas, ça m'empêche pas, je l'ai dit, d'avoir des idées très claires sur où je veux aller. Marine Le Pen pour ses engagements et son positionnement, mais Jean-Luc Mélenchon a droit souvent à des mêmes critiques. Il est renvoyé par certains, à l'UMP notamment, à son extrémisme pour son discours haineux, par exemple. Mais
franchement, je le connais maintenant très bien. Ce n'est pas du tout quelqu'un qui porte la haine en lui. Il est parfois emporté, ça m'arrive de lui faire cette remarque aussi, il peut être excessif, effectivement, et il le sait très bien. Mais pour ce qui est des idées, je crois que nous avons intitulé notre programme « L'humain d'abord ». Nous portons des idées de fraternité, et je crois que notre manière d'être, nos pratiques politiques, la passion que nous avons mis à créer le Front de gauche et à rassembler des forces différentes montre que nous sommes animés par des idéaux de fraternité. Parmi les questions qui nous arrivent d'Orange, vous n'échappez pas quand même à cette comparaison avec Jean-Luc Mélenchon. Là, il y a Amadou qui nous demande si c'est difficile d'exister aux côtés de Jean-Luc Mélenchon. Mais vous savez, j'ai aucun problème avec cette question. Oui. Je vois bien que... Mais vous savez, l'image médiatique que nous renvoyons les uns et les autres n'est pas forcément la réalité. N'est pas forcément la réalité. Et je sais bien, même parfois on me le reproche, mais personnellement, ce n'est pas la question qui m'obsède le plus. C'est est-ce que je fais progresser à la place... Oui, parce que des gens aimeraient qu'on me voit plus, etc. Moi, la question qui me préoccupe, c'est est-ce qu'à la place qui est la mienne, c'est-à-dire comme secrétaire national du Parti communiste, je fais progresser suffisamment d'idées dans le pays et j'aide suffisamment mes camarades à mener un combat que je crois utile au peuple français. Si je mène bien ce travail, et je crois que le bilan et la réussite du Front de gauche depuis 3 ans, le score à la présidentielle et ce que nous allons faire aux législatives, me fait penser que pour le moment, j'y arrive pas trop mal. Tant mieux si je sers la cause commune, j'ai pas d'autre ambition que celle-là. Pierre Laurent, ce matin, Cécile Duflot s'est à nouveau prononcée pour une dépénalisation du cannabis, qui est la position de son parti Europe Écologie Les Verts. François Hollande avait dit qu'il était contre pendant la campagne. Est-ce que c'est la première boulette de la ministre Duflot ? Ça, écoutez, on verra. Je ne sais pas comment le gouvernement va gérer les différences d'expression des ministres. Les gouvernements n'ont pas toujours eu la même attitude par rapport à ça. Donc, mais ce qui compte, c'est le débat de fond. Sur ça, il y a un problème. Moi, je crois que je pense que c'est une position trop simpliste. Je pense qu'on a à la fois besoin d'une lutte très déterminée contre les trafics qui font beaucoup de mal d'une manière générale, qui enrichissent des gens de manière tout à fait injuste, et qu'on aurait besoin, en dehors de cette lutte contre les trafics, d'une vraie politique de santé publique dont la répression, à mes yeux, ne doit pas être l'axe majeur, mais plutôt une politique de prévention en matière de santé publique. C'est la position du gouvernement, voilà, un point d'accord, à peu près. Mais écoutez, je ne cherche pas à tout prix à me différencier de tout le monde. Je cherche à dire ce que je pense et ce que nous pensons. On est heureux d'avoir trouvé un point de quand il y a des similitudes, on les souligne. Est-ce que vous auriez préféré Martine Aubry à Matignon plutôt que Jean-Marc Ayrault? Mais ce n'est pas une question de personne. Je connais l'un et l'autre. Mais c'est pas tout à fait la même politique, a priori. On se dit. Écoutez, je les entends tous les deux, et ils n'arrêtent pas de répéter l'un et l'autre qu'ils font les mêmes choix et qu'ils ont la même politique. Donc, et moi, quand je discute avec le Parti socialiste, bonnet blanc, blanc bonnet, comme on disait autrefois. J'ai un interlocuteur qui est le Parti socialiste et qui a une politique. Il a des débats internes, mais une fois qu'il a eu ces débats, il a une position, et nous discutons avec le Parti socialiste. Très bien, merci Pierre Laurent d'avoir été avec nous ce soir. Merci Perrine, bonsoir à tous. Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas joué, vous, trop solo? Peut-être. En tout cas, depuis ma prise de fonction il y a 1 an et demi, fait la démonstration tous les jours de ma volonté de jouer de manière rassemblée. Mais vous faites un mea culpa, là, sur ce plateau. Non, vous me dites l'inverse. Vous faites un mea culpa, vous dites oui, peut-être que j'ai joué trop solo. Ah non, pardon, j'avais compris l'inverse, alors pardon. On a assisté ces derniers mois à une mode, une tendance, une avalanche de mea culpa, lesquels sont devenus un ingrédient majeur de la communication politique en cette saison 2011-2012. Alors pourquoi cette tendance? À quoi correspond-elle? Et est-ce vraiment efficace de reconnaître ainsi publiquement ses erreurs? Cette semaine, nous déshabillons en tout bien, tout honneur les politiques en pleine séance d'autoflagellation. Déshabillons-les, présenté par Hélène Risser, c'est mercredi à 18h15 sur Public Sénat.
D'une campagne à l'autre dans le Gard où Marine Le Pen est arrivée en tête à l'élection présidentielle, rencontre avec ses électeurs à quelques jours du scrutin. Retour ensuite avec Michel Crespi, sociologue à l'université de Montpellier, sur la montée de l'extrême droite dans ce département, un phénomène pas si nouveau. On y vient pour admirer ces vestiges gallo-romains, ont profité de ces férias animées. Mais depuis quelques semaines, le Gard est devenu l'unique département où Marine Le Pen est arrivée en tête au premier tour de la présidentielle. Une demi-surprise dans une région où l'extrême droite est implantée depuis 30 ans. Le Gard, territoire agricole où le taux de chômage est supérieur de 3 points à la moyenne nationale. Direction Alès, Saint-Gilles, Vénézoble, où l'UMP tente de conserver ses sièges de députés dans des circonscriptions où le Front National pourrait se maintenir au second tour. C'est parti. S'il est un département qui incarne tous les espoirs du Front National, c'est bien le Gard. Le Gard qui a placé Marine Le Pen en pole position lors du premier tour de la présidentielle en avril dernier. 25,51% des voix dans le département, devant d'une courte tête, mais pas son meilleur score en France. Le Gard vote à droite, très à droite depuis bien longtemps. Déjà en 2002, Jean-Marie Le Pen était arrivé premier. Seulement cette fois-ci, plusieurs villes du département ont dépassé la barre symbolique des 30%. Des scores qui, quoi qu'on en dise, inquiètent les 3 députés de la majorité sortante. En 2010, une 6e circonscription a été créée par le redécoupage électoral. Et ici, le FN espère entre 1 et 3 députés. Mais la candidature qui attire toutes les attentions est celle de Gilbert Collard, un proche de Marine Le Pen. Favori des sondages, il pourrait même éviter une triangulaire en battant dès le premier tour le candidat UMP sortant. On est sur le premier tronçon de mon premier mandat. Cette route, il la connaît par cœur. Max Roustan, député UMP sortant, est en campagne. Déjà 3 mandats au compteur. Ça fait 15 ans que je suis élu, je suis parti 15 jours de la ville. Saint-Geniest de Malgoirès, un village sans histoire, 50 viticulteurs réunis en coopérative, 800 000 litres de vin de pays produits chaque année, un fort ressentiment contre l'Europe et le Front National arrivé en pole position. Ras-le-bol, ras-le-bol, vote ras-le-bol, tout simplement, tout simplement. Écoutez, pas entendu par personne, pas plus à la gauche que à la droite, à un moment donné on en a marre, on vote, ça fait plaisir, on vote FN. Max Roustan encaisse les critiques contre sa majorité sortante, mais ne se sent pas concerné. Aujourd'hui, la réflexion qu'il faut avoir, c'est pas de dire il faut repousser les gens qui ont voté Front National, il faut essayer de comprendre pourquoi ils ont voté Front National. Pourquoi? Parce qu'il y en a un que son fils est trop pas de travail, ou sa fille, et il voit arriver des gens de partout. Vous croyez que c'est une bonne image, le canal Saint-Martin, de voir des toiles de tente avec des immigrés dessous? Et dire que c'est quand même idiot de faire des trucs pareils. Il vaudrait mieux accueillir des gens, leur filer un boulot et un appartement, plutôt que les laisser dans la rue quand même. Mais si vous dites ça, vous passez pour un raciste. Mais non, hein. Attendez, c'est le bon sens, je crois que c'est tout. Hein. Le Front National au second tour, il n'y croit pas et compte sur un scénario à la 2007 où l'extrême droite s'était effondrée. Mais cette fois, le ressentiment chez les agriculteurs pourrait perdurer. Et en équipe, on parle que français, hein, ici. Oui. C'est interdit de parler une autre langue, hein. Bon. Benjamin fait le professeur de français. Direction Saint-Gilles, le sud du département. Gérard Bansillon est à la barre d'une exploitation familiale. Un patriarche au grand cœur et bourreau de travail, levé 5 h du matin pour vendre ses roses, ses fraises et abricots, mais fatigué de voir la délinquance augmenter. On voit certains jeunes délinquants qui volent une voiture, une ou plusieurs dans la même nuit, s'amusent toute la nuit à faire du gincana, on les entend. Puis quand on en a fini, où on y met le feu, où on les met dans le canal du Baronne, elles sont par pile de 3. La grande fierté de Gérard Bansillon, c'est 5 serres de fraises qui poussent hors sol avec arrosage piloté par ordinateur. Pour la cueillette, il embauche des femmes, en majorité d'origine étrangère. Tamara, il y a combien d'années que tu travailles pour nous? 8 ans, elle a dit. Alors Tamara étant d'origine roumaine, elle est à Saint-Gilles quand même depuis une dizaine d'années. Nous en avons une seule qui est française, parce que, ils ne viennent pas chercher du travail, ils ne viennent pas travailler, on les appelle, ils ne peuvent pas, ils ne viennent pas, ils sont bien à la maison, hein, Tamara. Et moi, des émigrés qui travaillent et qui ne font pas des bêtises la nuit, j'y vois pas d'inconvénient. Chez nous, on est là pour travailler. Voilà, ceux qui ne travaillent pas ne restent pas chez nous.